Audio Hub Preview. 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 Audio Hub Preview.
Audio Hub Preview. Depuis 15 ans, l'association Strassiran œuvre au dialogue interculturel dans un cadre de gestion et de gouvernance collégiale. C'est avec ce parti pris et une forte volonté à déployer des passerelles entre les peuples et leur création que nous proposons la 8e édition du Festival de la quinzaine culturelle iranienne du 18 au 31 mars 2024. Il nous tient à cœur de souligner l'importance primordiale de neutralité politique et religieuse de notre association. Loin de tout communautarisme, nous encourageons la promotion de la diversité et de l'inclusion, de l'ouverture à l'autre et à la différence, car nous sommes convaincus de l'enrichissement mutuel que cela apporte. Merci. On n'a pas besoin de l'éteindre. Bonsoir à tous. Il est des êtres humains qui ont l'art de puiser dans les richesses de leur héritage culturel pour en faire jaillir les pépites d'or. Car le patrimoine culturel est condamné s'il y a des hommes et des femmes et des hommes, qui à chaque génération relèvent le défi de transmettre la lettre, mais aussi l'esprit, le texte, mais aussi le sens des textes. Comme le disait le compositeur et musicien Gustave Mahler, une tradition ne consiste pas seulement à cultiver les cendres, mais à entretenir le feu. Mais il y a aussi un autre type de travail, qui consiste à transmettre aux autres les clés qui ouvrent les portes du cœur et de la conscience. À transmettre ces trésors pour que, comme le pollen, ils puissent se disséminer et faire fleurir d'autres jardins. Il y a des hommes ponts, des messagers, des ambassadeurs, des voyageurs, qui ardemment et patiemment font ce travail. Si je devais commencer par présenter M. Alavignat, que nous avons la joie et la chance d'accueillir ce soir, c'est cela d'abord que je voudrais vous dire. Voici un chercheur de trésors et voici un ambassadeur, voyageur, qui transmet à travers ses traductions les pépites qui ont ravi son âme. Le poète allemand Rilke utilise une autre métaphore et il dit « Nous sommes les abeilles de l'univers. Nous butinons éperdument le miel du visible dans la grande ruche d'or de l'invisible. » Alors ce soir, nous allons évoquer ensemble le miel du visible et suggérer la présence de la grande ruche d'or de l'invisible. Mais s'il fallait présenter les choses de manière plus conventionnelle, mais aussi plus contingente, nous dirions ceci. Jalal Alavignat a exercé en tant que traducteur, éditeur, enseignant pendant de nombreuses années, travaillant sur une vaste gamme d'ouvrages couvrant les domaines des sciences sociales, de la littérature, de l'art. Et puis depuis son arrivée en France en 1985, il s'est consacré à la traduction et la publication de plus d'une quinzaine de titres de la littérature iranienne classique, mais aussi moderne. Il a créé en 2005 les éditions Lettres persanes, qui promeut la littérature de langue persane, en commençant par publier La conquête du jardin, ainsi que La passion de la récréation de Chamblou. Accompagné ce soir de son épouse, Félechté, et de sa fille Soulmaz, ils vont évoquer avec nous la place de la poésie dans la culture persane, puis nous présenter leurs activités associatives et éditoriales, comme les abeilles butineuses et éparpilleuses, que ils nous liront quelques poèmes en français et en persan, de manière à ce que nous ne repartions pas chez nous ce soir sans miel. Je leur donne la parole à présent et je vous souhaite une très bonne soirée en leur compagnie.
Merci, monsieur Bonaparte. D'abord, je voudrais remercier les responsables et les organisations de l'association. Tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs récits de vos activités. J'ai été très impressionné. Donc, félicitations et bonne chance dans vos œuvres. Moi, je vais présenter l'équipe d'abord. Vous avez bien entendu que c'est une entreprise familiale. Donc, Féréché, mon épouse, elle est médecin de profession, mais comme la plupart des médecins de Emmanuel, elle est très intéressée, elle s'intéresse beaucoup à la poésie, à la littérature. Elle a participé à tous les niveaux de préparation, d'organisation de nos activités associatives et éditoriales. Elle fait surtout beaucoup de lectures de poésie, elle connaît très bien toutes les personnes, elle classe des modèles, donc elle va lire pour vous ce soir plusieurs poèmes. Des fois, si vous l'encouragez, elle va en plus. Alors, ma fille Souman, en fait, elle est venue ici en France à l'âge de 5 ans, et puis elle a maîtrisé le français tout de suite, très rapidement, et elle a lu presque tous les romans de nos librairies, de nos médiathèques. Donc elle est très à l'aise, en fait, avec la langue française. Elle participe elle est conseillère littéraire de notre association et elle participe à l'édition de nos publications aussi, en plus de ses activités professionnelles. Voilà. Moi, je vais vous donner les titres de mon intervention d'abord, et après, je vais développer ces titres, en fait. Moi, je vais esquisser, en fait, une ébauche de la géographie sociopolitique de la poésie, en fait, de l'Iran. Après, je vais présenter nos activités associatives. Ensuite, je présente nos activités éditoriales, limitées, en fait, ne vous inquiétez pas. Et puis, je vais présenter notre nouveauté, c'est le travail, en fait, la poésie de Ahmad Shamlou. C'est notre dernier livre, en fait. Et puis, il y aura des lectures de poésie de Shamlou en persan et en français. Comme Forough Farrokhzad a été l'une des principales, en fait, auteurs de notre maison d'édition, on avait commencé avec Forough et pour en fait célébrer aussi Forough Farrokhzad ce soir, on va commencer avec la lecture d'un poème de Forough au départ. Ensuite, après la présentation des lectures des poèmes de Shamlou, si vous le souhaitez, on va lire, elles vont lire en fait quelques poèmes de Forough aussi à la fin. Donc on commence par Forough et on finit par Forough. Entre les deux, Shamlou. Et à la fin, je suis disponible à répondre à vos questions. Donc, en ce qui concerne, en fait, la poésie persane, c'est très courant de dire qu'elle est une poésie millénaire, en fait. Mais c'est plus que millénaire, c'est multimillénaire, en fait. Parce qu'il y a deux grandes période, en fait, la période pré-islamique et la période post-islamique. Et la période post-islamique aussi se divise entre deux sous-périodes, en fait, deux époques, la période de la poésie classique et la poésie moderne. Donc, je vais parler un peu de tout ça.
En ce qui concerne en fait la poésie pré-islamique, je ne vais pas insister beaucoup, on n'a pas les sources suffisantes pour pouvoir développer en fait cette poésie. Mais il en reste quelques fragments, il en reste peut-être un peu de littérature avestique, par exemple, les Gotha dans Avesta, qu'on peut qualifier de poésie, mais il y a forcément des poèmes, des romans, par exemple, qui a été après l'islam, par exemple, Bis Erani, qui a été en fait retraduit en persan moderne après l'islam. Mais surtout, il y a certainement une littérature mythologique, parce que Ferdowsi a, pendant 40 ans de sa vie, d'abord, il a collecté les littératures de l'époque pré-islamique. C'est à partir de cette littérature qu'il a composé le livre des rois, Shahnameh. Donc, forcément, il faut beaucoup de recherches pour trouver en fait d'autres traces de littérature pré-islamique. Mais revenons à la période post-islamique qui dure presque 10 siècles en fait. Même aujourd'hui, plus parce qu'on est au 21e siècle, en fait, le grand poète persan, Ferdowsi, commence son épopée au Xe siècle, en fait. Et après, cette poésie classique presque se termine vers le XIXe siècle, en fait, avec le dernier grand poète, Jami, c'est fini, presque. Poésie classique, c'est fini. Il y a toujours des poètes qui écrivent dans cette veine, en fait, classique, mais ce n'est pas le courant principal de la poésie moderne. Donc, dans cette période de la poésie classique, pendant 10 siècles, 11 siècles, nous avons presque tous les genres de la poésie, en fait, épique, mystique, ou des romances. Par exemple, Nizami écrit des romans presque, en fait. Attar, il est dramaturge, en fait. Et Khayyam, en fait, il écrit des poèmes philosophiques plutôt. Et il est exceptionnel parce qu'il met en question les dogmes de la religion. En fait, c'est le seul poète persan classique qui est très critique envers la religion et envers les dogmes de la religion. Et il est un poète universel. Nous avons Ferdowsi qui est en fait le compositeur de l'épopée nationale iranienne, qui est lu jusqu'à ce jour, en fait, très répandu, en fait, très sollicité. Il y a Attar, il y a Sana'i. Attar et Mawlavi Rumi, trois grands poètes mystiques, en fait. Après, nous avons Hafiz et Saadi, en fait. Saadi, c'est plutôt la sagesse, le pragmatisme et peut-être, en fait, une poésie, des fois, en fait, conservatrice, mais c'est ça, Saadi. Après, Saadi, on ne peut pas le qualifier de mystique. Il n'est pas mystique, il est un sage, il est religieux, mais il n'est pas mystique. Et Hafiz, on ne sait pas comment le qualifier, parce qu'il est vraiment exceptionnel pour Khayyam. En fait, sa poésie moi je la qualifie de sublime, en fait, poésie pure, presque. Même Shafi'i Khatchani, le grand chercheur iranien, il dit qu'il y a trois grands mystiques, Sana'i, Attar et Rumi, et Hafiz, c'est autre chose. C'est comme ça qu'il le qualifie, en fait. Donc, ça c'est pour la période classique. Au niveau des berceaux de cette poésie, c'est plutôt le Khorasan, en fait, principalement. C'est dans le nord de l'Iran, à la frontière de l'Afghanistan, et à l'époque, Khorasan était très grande. En fait, la grande Khorasan comprenait aussi une partie de l'Afghanistan. Donc, il y a des poètes qui viennent, grands poètes classiques viennent de Khorasan.
Roudaki, par exemple, Khayyam, Attar, même Moulavi, vient de Balkh, mais qui faisait partie de l'Empire perse à l'époque. Donc, il y a plusieurs poètes, grands poètes de cette région. Il y a un déplacement de berceau vers le sud, dans la région de Pars, et là, vous avez Saadi et Hafiz. Donc, deux grands poètes aussi qui viennent du sud de l'Iran, qui est très historique parce qu'à la période pré-islamique aussi, c'était dans cette région qu'il y avait peut-être une littérature ou poésie. C'est la région que les Grecs ont qualifiée de Perse, en fait, de la Perse, Parse, en fait, ou Parse. Mais il y a un autre berceau de la poésie classique persane, c'est en Azerbaïdjan. Azerbaïdjan, actuellement c'est Azerbaïdjan soviétique, russe en fait, ou indépendante, mais à l'époque Azerbaïdjan faisait partie de l'Iran aussi. Et à Ganje, vous avez Nizami. Et c'est un grand poète parce qu'il a 5 chefs-d'œuvre, en fait, et presque ces chefs-d'œuvre ont été traduits dans plusieurs langues, y compris le français. En fait. Tous les ouvrages de ces poètes classiques ont été traduits. Par exemple, en français, Attar, il a été traduit. Il a presque 7 œuvres, en fait, 7 chefs-d'œuvre, Attar. Tous ces ouvrages ont été traduits. Rumi a été traduit, même ses œuvres monumentales, en fait, comme ses poèmes d'amour et aussi son Masnavi, en fait, ils ont été traduit en français. Khayyam, il a été traduit plusieurs fois. En fait. Saadi aussi plusieurs fois. Depuis le 19e siècle, Saadi a été traduit. Mais c'est chef-d'œuvre, en fait, Golestan et Boustan, en fait. Pas les autres travaux de Saadi. Donc, à part les berceaux, en fait, je vais parler des origines sociales de ces poètes, en fait. Ils sont plutôt... ils sont tous des hommes, ils sont issus des milieux aisés plutôt, et lettrés, éduqués, et parce qu'à l'époque c'était très difficile de devenir poète sans les moyens économiques en fait, et sociaux. Donc souvent ces poètes travaillaient pour les cours impériales de l'Iran. En fait. Ils recevaient de l'argent très clairement de la part des rois. Même Ferdowsi présente son livre de roi à un sultan étranger, même turc, d'origine turque, Mahmoud, sultan Mahmoud. Et Nizami, il sortait de sa région, de Ganje, mais il envoyait ses ouvrages à des princes de la région et il était rémunéré. En fait. Donc, Hafiz, il était un poète de cour, en fait. Il était un ami d'un prince. Il était aussi récompensé par les rois. En fait. Saadi aussi. Le seul poète qui reste indépendant des pouvoirs politiques, c'est Attar. Et il en est très fier, il le dit et il est très fier. Donc ça c'est le lien avec le pouvoir politique. Il existait, il est très présent, en fait, chez les poètes classiques. Ils n'avaient pas d'autres moyens, ils n'avaient pas d'autres sources de revenus. En fait, ils étaient obligés de vendre leurs ouvrages aux dirigeants de pays. À propos de leur vision du monde, en fait, tous ces poètes, presque tous les grands poètes classiques sont des poètes religieux, mystiques ou religieux. Mystique, c'est un peu différent des poètes religieux, mais quand même la base c'est la religion, parce que même selon Shafii Kadjani, c'est une version artistique de la religion, la mystique. Mais la mystique est en fait quand même c'est très intéressant à étudier parce que ça commence avec l'ascèse et ça se termine par l'hérésie. Tous les grands poètes, peut-être pas Moulavi,
Mais Attar, par exemple, à la fin de sa vie, exprime beaucoup de doutes en fait, sur son chemin. Donc, il y a aussi les amis presque va jusqu'au blasphème en fait dans ses romans. En fait. Donc, c'était des poètes libres, tolérants et très différents des poètes, des personnes ou des autorités ou des personnalités religieuses de l'époque. En fait. C'était plutôt nos intellectuels, nos lumières de l'époque. Mais par principe, en fait, leur vision, c'était une vision religieuse. Tous les sérieux. La seule exception, c'est Khayyam, comme je l'ai dit. Il n'est pas ni mystique, ni religieux. Il est des fois même, selon Hidayat, il est athée, matérialiste et tout ça. Mais donc, il est très différent. C'est pour ça qu'il a été traduit dans toutes les langues du monde et il est toujours, en fait, l'un des poètes le plus doux, en fait, partout. Voilà. Donc, ça c'est pour la période classique. Pour la période moderne, en fait, qui commence à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, les poètes sont, au niveau des origines sociales, normalement, ils sont issus des classes moyennes ou même des classes défavorisées, mais ils sont plutôt des personnes, des poètes indépendants des pouvoirs politiques, en fait. Presque aucun poète moderne n'est pas lié au pouvoir politique, ni monarchique, ni républicain. En fait. Républicain, pas du tout. En fait. Mais même au pouvoir monarchique, il n'y a pas de poète qui soit, par exemple, qui soit dépendant du pouvoir politique. Ils se méfient, surtout les poètes modernes se méfient du pouvoir politique. Donc ils sont plutôt indépendants. Ils sont, en fait, au niveau de vision du monde, ils sont plutôt des poètes laïques, même athées des fois, matérialistes, et des poètes en fait qui partagent la vision du monde actuel, du monde moderne. En fait. Ils sont plutôt héritiers des lumières de l'Occident, je veux dire. Si vous voulez, plutôt la poésie moderne iranienne, c'est une poésie influencée par la poésie occidentale. En fait. L'exemple très clair, c'est Ahmad Shamlou, qui est très influencé par la poésie occidentale, européenne surtout. Donc, c'est une particularité des poètes modernes. Même à partir de Niman jusqu'au Shamlou, en fait, ils sont très influencés par la poésie moderne européenne. Niman, il connaissait très bien le français, il a fréquenté un lycée français et il lisait, il connaissait les poètes français et américains. En fait. Donc, très influencés. Et puis les autres poètes, par exemple, même les poètes de l'époque de la transition, de l'époque après la révolution constitutionnelle, comme Iraj, comme Aref, comme Eshri, ils connaissaient bien l'Occident, ils connaissaient même la langue, surtout la langue française, parce que le français était la langue deuxième en Iran à l'époque, en fait. Donc, ils connaissaient la littérature occidentale. Et les autres, même Forou, Simin un peu moins, mais Forou Paroxal, elle connaissait la littérature, la poésie étrangère. Et puis, peut-être même Shakil Kachani, qui est très, plutôt traditionnel, iranien, en fait, il dit qu'il a été aussi influencé par la poésie arabe et la poésie européenne. En fait. Donc, c'est des poètes engagés, politiques, engagés et laïques. En fait. La différence essentielle, en fait, c'est au niveau de la langue. En fait. De la langue et au niveau des règles de la versification, en fait. Parce qu'ils abandonnent peu à peu, à partir de Niman, ils abandonnent les règles de la poésie classique.
le rythme, la rime, par exemple, ils s'omettent, ils en servent très peu. En fait. Donc, surtout Chamblou, qui plutôt abandonne toutes les règles de la poésie classique et plutôt écrit des poèmes libres ou blancs, en fait, des fois. En fait, la qualité essentielle, la contribution de Chamblou, c'est qu'en fait, il a révolutionné la poésie moderne en non seulement abandonnant les règles de la versification, il a en fait expliqué que tout ce qui est parole ordonnée n'est pas poésie. Tandis que la tradition iranienne veut que tout ce qui est ordonné, tout ce qui est rythmé est poésie. Il donne un exemple très intéressant. Il dit par exemple, il y a un poème Abbas Qoli Khan, c'est un homme. Abbas Qoli Khan avait un fils, mais son fils n'était pas ni poli. Donc, c'est des vers comme ça étaient considérés des poèmes. En fait. Et il dit, non, en fait, tout ce qui est rimé, rythmé n'est pas poésie. Poésie doit avoir l'essence, la nature poétique, l'essence et en fait, une autre vision du monde. En fait. Pour lui, poésie est très spéciale. En fait. C'est en fait spécial, mais il partage plutôt l'idée des Occidentaux sur la poésie. En fait. Il est le premier à écrire des poèmes en prose. En Occident, il y a 200 ans, Baudelaire a commencé, c'est le premier poète à écrire des poèmes en prose. En fait. Donc il y a une tradition en Occident, tradition longue. En Iran, ça commence plutôt avec Chamblou, vers les dernières années de sa vie plutôt. Voilà, j'ai presque dit. Voilà. Ça c'est plutôt en fait un aperçu de la poésie classique et moderne. En ce qui concerne nos activités associatives maintenant, on a commencé en l'an 2000. J'ai créé une librairie spécialisée sur l'Iran et le Moyen-Orient en l'an 2000 et pendant des années, presque entre 5 et 7 ans, on organisait des événements à l'intérieur de la librairie. En fait. Et après, on a créé une association culturelle, espace culturel Lettres Persanes. La librairie, ça s'appelait aussi Lettres Persanes. Et donc, on a continué à organiser des activités au sein de notre association et la librairie. Plus tard, on a abandonné la librairie, on a développé notre activité éditoriale plutôt. Ce qu'on a fait pendant presque ça fait 24 ans, qu'on continue nos activités associatives. On organisait des événements à Paris, un peu partout, et on invitait les chercheurs, les historiens, les poètes, les romanciers, les artistes. On a invité plusieurs personnalités importantes de l'époque, français ou iraniens. Par exemple, on a invité plusieurs fois Nahal Tajadod et Jean-Claude Carrière. On a invité à l'occasion de ses ouvrages sur Rumi, par exemple, et autres. On a invité Michael Barry, qui est traducteur des pavillons des 7 princesses chez Gallimard, en fait, l'ouvrage de mes amis. Donc, et il est spécialiste de l'Afghanistan et de la littérature persane. On l'a invité plusieurs fois. On a invité, par exemple, Charles-Henri de Fouchécourt, qui a traduit en fait. Donc, on a invité Lady Anwar, qui a traduit
le chef-d'œuvre de Attar, la conférence des oiseaux. Donc, des personnalités de ce genre, on les a invitées plusieurs fois au sein de la librairie, au sein de l'association. Quant à nos activités éditoriales, on a commencé avec Forough. Par hasard, en fait, quelqu'un nous a proposé de traduire Forough et on s'est dit pourquoi pas. On a commencé à traduire un poème et puis mes amis français ont dit c'est présentable. Donc on a continué avec ce poème et après on a fini par traduire 140 poèmes de Forough. Tous ces poèmes. C'est en fait le travail qu'on a fait Forough avec nos amis français, en fait, c'est presque ça donné comme résultat l'œuvre poétique complète de Forough et on l'a publié 6 fois presque. Maintenant, c'est la 6e édition de Forough. Elle se vendait très doucement, calmement pendant 18 ans, en fait. Parce que c'est devenu plutôt un ouvrage classique et de référence. Et heureusement, en fait, récemment, 2 romancières françaises, Abnous Chalmony et Cécile Oldban, elles ont écrit des romans sur les femmes et Abnous surtout, elle a écrit sur Forough et une poétesse française de l'époque du 19e siècle en fait. Donc, et l'autre aussi a choisi la vie de 15 poètes femmes de partout et elle a inclus Cécile Oldban, elle a inclus Forough aussi dans son roman, en fait, son essai plutôt. Depuis que ce livre est publié, comme Abnous, elle va partout dans les librairies, et elle a passé dans la grande librairie, l'émission de la grande librairie avec Golshifteh Farahani qui a lu le poème Le péché. Donc on est bombardé par les commandes pour Forough. On n'a jamais vendu autant en fait. C'est vraiment, en fait, c'était l'émission qu'il faut pour relancer en fait Forough. Voilà. Donc merci à Abnous. Merci à Abnous et Cécile. À part Forough, nous, on a décidé de publier les poètes majeurs, en fait, contemporains. Donc, on a publié Niman, on a publié Akhavan, on a publié Sohrab Sepehri, 2 ouvrages de Sohrab Sepehri, et on a publié plusieurs femmes. On a publié Forough, Simin, on a publié Parvin Essassami, on a publié aussi Tahireh Qurratul Ayn, qui n'existe pas ni en Iran ni ailleurs, sauf aux États-Unis. Et c'est la première fois que ces poèmes ont été traduits. Donc, en fait, ce que nous avons fait, en fait, en tant qu'éditeur, c'est que, en fait, tous ces poètes n'existaient pas avant nous. En fait, quand on a commencé, il y avait quelques poèmes de Forough, de Chamblou, peut-être Sepehri aussi, mais rien d'autre. Donc, notre travail sur Forough, c'est un travail unique en France, mais même dans le monde anglo-saxon, en fait. Il n'y a pas une traduction complète des poèmes de Forough. Et ni Simin, Tahireh, c'est exceptionnel. En fait, c'est nous, en France, qui avons publié Tahireh. En fait, une autre chose qu'on a fait dans le domaine de l'édition, c'est qu'on a publié quelques ouvrages classiques. Parce qu'en fait, on a constaté qu'il y a, par exemple, Saadi, dont ces ouvrages ont été traduits à partir du 19e siècle
Golestan et Boustan plusieurs fois, mais pas ses poèmes d'amour. Pourtant, Saadi, c'est le plus grand, avant Hafez, le plus grand poète de poésie amoureuse, en fait. Et Saadi, surtout, met en valeur les femmes, en fait. Les femmes réelles de Shiraz. Et il dit clairement, je suis amoureux des femmes de Shiraz, en fait. C'est exceptionnel. Il n'y a pas de femmes dans la poésie classique, chez aucun auteur. Même Rumi a écrit 3000 poèmes d'amour, mais pour un homme, en fait. Donc, pas un seul poème pour les femmes. Ni Hafez, ni Attar, ni Khayyam, il n'y a pas, la femme n'est pas présente dans la poésie classique. Exceptionnellement, il y avait 2 ou 3 poétesses inconnues peut-être, qui ont publié des ouvrages, mais dans la poésie des hommes, la femme n'existe pas. Donc, par exemple, en poésie moderne, la femme existe, elle est présente, mais d'une manière inconnue, anonyme, et on ne sait pas si c'est de vraies femmes, en fait. Les 2 exceptions, c'est Forough d'abord, qui parle de son aimé, de son bien-aimé. Donc, pour Forough, l'homme est présent comme bien-aimé dans sa poésie. Chez Simin, c'est encore rare. Mais chez Chamblou, c'est le seul poète moderne qui a introduit sa propre femme dans sa poésie. Et il a écrit plusieurs poèmes pour Aïda. Donc, c'est le seul grand poète qui fait attention à la présence de femmes dans sa poésie. Une dernière chose, en fait, je voulais dire qu'on a traduit quelques ouvrages classiques parce que ces ouvrages n'étaient pas traduits en français. Par exemple, nous, on a traduit 100 poèmes d'amour d'Attar. Et pourtant, tous les ouvrages de Attar ont été traduits. Mais on n'a pas traduit ces poèmes d'amour. C'est bizarre, on ne comprend pas pourquoi. Et par exemple, Saadi, ces 2 ouvrages ont été traduits depuis longtemps, pas ces poèmes d'amour. C'est étrange, en fait. Et aussi, on a, par exemple, il y a un grand essayiste ou mystique, Ahmad Ghazali, qui a écrit le premier traité sur l'amour en langue persane, il y a quelques siècles. Mais il n'a pas été traduit. Donc, on s'est dit, ça c'est notre domaine. On a traduit tout ce qui était inédit, en fait. Plusieurs ouvrages. Donc, en tout, pour vous donner le bilan de nos activités éditoriales, on a publié une vingtaine de titres, essentiellement poésie, femme ou moderne, et quelques classiques. Et on a publié 5 ouvrages aussi chez les autres éditeurs, chez Alban Michel, chez l'Harmattan, chez le Livre Bleu, par exemple, Saadi est publié chez un autre éditeur français. Voilà, ça c'est nos activités éditoriales. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce petit résumé synthétique, pas évident à faire en très peu de temps, Monsieur Lavigna. Et moi, j'avais une question à vous poser, c'est que on sent que la poésie bat dans le cœur des Iraniens et dans votre cœur, et alors qu'en France, c'est plutôt un art assez confidentiel. Ceux qui font de la littérature, bien évidemment, lisent et apprécient de la poésie, mais au fond, la majorité de la population, c'est pas l'art qui est le plus développé, le plus suivi, alors que dans la culture iranienne, même les ouvriers, bien souvent, connaissent par cœur des poèmes des grands poètes nationaux, et c'est resté très vivant. Comment vous expliquez ce décalage? Et pourquoi est-ce que c'est si central dans la culture iranienne? Pourquoi ça continue à les faire vibrer jusque dans les différentes couches sociales? À mon avis, la poésie française aussi était plutôt avant, bien avant, c'était au centre en fait.
c'était l'art majeur, poésie classique, même moderne, par exemple poésie de Baudelaire, ou plus tard, en fait, les modernes, par exemple René Char ou Aragon ou les autres, c'était vraiment, en fait, le français est une langue de poésie aussi. La poésie a été très appréciée, développée en France, mais ça c'est l'axe. Peut-être c'est des intérêts pour la poésie, c'est très récent. Moi, quand je suis venu en France il y a 40 ans, il y avait beaucoup de maisons d'édition de poésie sur le boulevard Saint-Germain. Dans toutes les grandes librairies, il y avait des rayons de poésie. Maintenant, il n'y a rien, il y avait très peu. Et maintenant, toutes les maisons d'édition à Paris sont devenues des boutiques, en fait. Et puis, même si vous allez à la FNAC, peut-être ici aussi, ils cachent les poètes, ils mettent dans un petit rayon sous les tables, tout ça. C'est très récent. Mais pourtant, il y a des printemps de poèmes, il y a le marché de poésie, il y a beaucoup d'activités autour de la poésie. Mais pour l'Iran, c'est vrai que ça a un rapport avec l'âme iranienne, peut-être, et qui est proche aussi de l'âme française. Mais en fait, c'est toujours un art majeur, même aujourd'hui. Mais attention, dans tous les pays qui sont modernisés, qui se développent, la poésie perd son importance. Et est-ce que dans le monde iranien, il y a des poètes français qui ont percé, qui sont un peu lus ou connus? Ah oui, tous les grands poètes français ont été traduits depuis le 19e. Donc depuis le 19e, d'accord. Victor Hugo, par exemple, ouais. Ses poèmes, sa poésie a été traduite. Baudelaire, tous les poètes modernes, Aragon, René Char, tous les autres. En fait. Ouais. Il y en a beaucoup. En fait. Chamblou a fait beaucoup de traductions. je sais pas. Ici, comme ça. Ça va. Je ne sais pas. Je ne savais pas comment faire, en fait. Répondre à les gens, vous regardez. Alors, donc... Et, Monsieur Lavinia, est-ce que vous pouvez, puisque vous allez nous lire, pour commencer, deux poèmes de Foulour Falerzod, est-ce que vous pouvez nous parler de cette femme? Qu'est-ce qu'elle a de particulier dans ce fin de XXe siècle? Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette importance-là et pourquoi sa poésie peut autant nous parler à nous en France aujourd'hui, quoi. Surtout aux femmes. Et aux femmes, voilà. Aux hommes aussi. C'est une femme exceptionnelle, en fait. C'est une grande poétesse, mais c'est une femme exceptionnelle. Parce qu'elle, dès sa jeunesse, en fait, elle a fait tout par exemple, pour se marier avec l'homme de son choix, malgré l'opposition des familles, sa famille et la famille de son futur mari, en fait. Elle a fait tout pour se marier avec Parviz Shahpour. Quelques années, elle a fait tout pour divorcer, en fait. et aussi, ça c'est malgré l'opposition des familles, des parents. Donc, c'est une personnalité très déterminée dès le départ. Elle a été victime des violences familiales, peut-être agression sexuelle dans sa jeunesse. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, en fait, tout au long de sa vie. Mais elle était déterminée de devenir poète, en fait. Elle a fait tout pour devenir poète, en fait. Elle a gagné, en fait, elle est devenue indépendante professionnellement. Elle a pratiqué plusieurs métiers, le cinéma, le théâtre,
Et il a écrit beaucoup de lettres, et il a écrit des récits de voyage, des nouvelles, et il a fait un film qui est un chef-d'œuvre, La Maison est noire. En fait, donc, elle avait beaucoup de talent, mais surtout, elle était déterminée de devenir une femme autonome, indépendante, devenir le sujet, pas l'objet de la domination masculine. Donc, à l'époque, en fait, c'est rare, par exemple, qu'une femme se marie avec un homme de son choix, en fait, ou divorce. Même le divorce était très rare à l'époque. Elle a même abandonné, laissé, en fait, était obligée d'abandonner son enfant. Et elle a aussi vécu avec plusieurs hommes, en fait. Elle avait des relations amoureuses avec plusieurs hommes, ce qui était très choquant pour la société traditionnelle iranienne. Donc, elle a développé une personnalité indépendante, autonome. Elle a révolutionné la poésie persane, parce qu'elle était disciple de l'imam, mais elle a aussi introduit son courant de poésie dans la poésie moderne iranienne. Elle est devenue, en fait, une icône. Elle est devenue un modèle, en fait, un exemple pour les femmes, non seulement les femmes iraniennes, mais aussi, même pas de l'époque, mais même aujourd'hui, les filles, les jeunes filles et garçons en Iran l'adorent, en fait, la lisent et l'adorent. Et à l'étranger aussi. Et elle parle aussi aux femmes françaises, en fait. C'est étrange. Pourtant, les femmes françaises ont fait beaucoup de progrès, mais elle parle aux femmes françaises. Mais vous savez, en France, tous les 3 jours, une femme est tuée par son mari, en fait. Donc, il y a beaucoup de violence à l'égard des femmes ici en France. Elle parle donc, elle est très, en fait, sollicitée par les femmes françaises, en fait. Moi, j'ai des amies françaises qui ont fait tout pour promouvoir Forough, par exemple. Et elle intéresse les femmes aujourd'hui aussi. Alors, on aura la joie d'écouter 1 ou 2 poèmes pour commencer. Oui, voilà, un premier, d'accord. J'explique, en fait, donc, comme on voudrait commencer par un poème de Forough, un seul, après, moi, je vais présenter le livre de Chamdou, très brièvement, et après, il y aura la lecture des poèmes de Chamdou. Et à la fin, si on a le temps, si vous voulez, on va lire aussi quelques poèmes de Forough. Donc, on commence par Forough, on termine par Forough. Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, c'est mon tour. Vous m'entendez? Il est là. C'est bon? Non? J'ai allumé. Allô? Allô, allô. Ok. آفتاب می شود نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن تمام هستیم خراب می شود شراره‌ای مرا به کام می کشد مرا به اوج می برد مرا به دام می کشد نگاه کن تمام آسمان من
پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین ابرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز عاجها ز ابرها بلورها. مرا به بر امید دلنواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پرستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برکه های شب شدم. چه دور بود بیش از این زمین ما، به این کبود غرفه های آسمان. کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا بپیچ در حریر بوسه‌ات، مرا بخواه در شبان پیربا. مرا دیگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن که موم شب به راه ما، چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من، به لای لای گرم تو لبالب از شراب خواب می شود. به روی گاهواره های شعر من نگاه کن، تو میدمی و آفتاب می شود. به روی گاهواره های شعر من نگاه کن، تو میدمی و آفتاب می شود. Il fait soleil. Regarde comment fond goutte à goutte la tristesse qui habite mes yeux. Comment tombe aux mains du soleil mon ombre noire, rebelle. Regarde. Toute mon existence se brise, une flamme me dévore, m'emporte au ciel, me tend un piège. Regarde. Mon ciel entier se couvre de météores. Tu es venu de très loin, de la terre des parfums et des lumières, pour me porter sur un bateau de nuages, de cristal, d'ivoire. Emmène-moi, ma douce espérance, vers le pays des chants et des sentiments. Tu me portes sur le chemin orné d'étoiles, tu m'élèves plus haut que les étoiles. Regarde, j'en suis enflammée. Je suis comblée des étoiles de fièvre, comme les poissons rouges naïfs, je récolte les astres des étangs de la nuit. Combien, avant, notre terre était loin de ces pavillons bleus du ciel. J'entends de nouveau ta voix, la voix de l'ange neigeuse. Regarde où je suis arrivée maintenant aux galaxies, à l'infini, à l'éternité. Maintenant que nous sommes au sommet, lave-moi avec le vin des vagues, couvre-moi de la soie de ton baiser, convoite-moi dans les nuits qui durent longtemps, ne me quitte plus, ne m'éloigne plus de ces étoiles. Regarde comment fond goutte à goutte la cire de la nuit, la coupe noire de mes yeux, à ta berceuse agréable se remplit du vin de sommeil. Regarde les berceaux de mes poèmes, tu brilles et il fait soleil.
Je vais présenter Chamblou. Non, ça marche pas. Ça marche. Donc, en fait, c'est un ouvrage en deux parties. La première partie est la biographie complète de Chamblou, exceptionnelle, en fait, parce que le premier jet de la biographie sous forme de chronologie de la vie de Chamblou a été rédigé par Aïda, son épouse. Nous, on a développé cette biographie à partir de la version d'Aïda. Cette version, elle a été traduite par une amie qui a passé 2 ans ici chez vous, en fait, chez Monsieur Nassiri, Lotfinia, Hamiden Lotfinia, qui avait écrit sa thèse sur Forour, en fait. Donc, après la traduction de Lotfinia, on a développé cette traduction. On a écrit, en fait, sur sa vie, tous les événements de sa vie, toutes ses publications, toutes ses activités, en fait, politiques, associatives, des commentaires, des analyses de sa poésie. Donc, c'est une biographie intercalée par les commentaires, les analyses, et c'est presque une centaine de pages dans ce livre, en fait. C'est la première biographie complète de Chamblou en Occident. Après, on a traduit, moi j'ai traduit avec un ami iranien, Media Kashigal, qui était un grand traducteur en Iran, qui connaissait très bien la littérature occidentale. Donc on a traduit ensemble 120 poèmes de Chamblou. Chamblou a écrit 300 poèmes presque. Pas beaucoup, mais donc on a sélectionné 125 à partir de ces 15 recueils de poésie. Donc, qui représentent presque toutes les poésies de Chamblou. Pour vous donner une idée de la vie et de l'œuvre de Chamblou, moi j'aimerais demander à Soulmaz de lire un extrait de la préface de ce livre sur Chamblou. Après, il y aura des lectures des poèmes de Chamblou. Voilà. Dessiner le portrait d'Ahmad Chamblou, un monument de la littérature contemporaine iranienne, exige de rassembler les innombrables fragments d'un puzzle qui ne suffit pas à restituer sa véritable image. Jeune enfant, il a séjourné dans plusieurs villes d'Iran, où il a suivi un parcours éducatif chaotique et incomplet. C'est grâce à ses efforts personnels, mais surtout à son talent, ainsi qu'à ses rencontres heureuses avec des gens de lettres, qu'il a pu consolider les bases d'une connaissance vaste et approfondie dans ses domaines d'activité futurs. Il a connu durant une grande partie de sa vie la misère, la solitude, les poursuites, les incarcérations, le vagabondage et l'horreur. La violence inouïe exercée à l'égard d'un soldat par ses supérieurs et ses pairs qu'il n'oubliera jamais, ce qui explique peut-être son opposition farouche à toute forme d'oppression et d'injustice. Fasciné par la musique de Chopin, jouée au piano par 2 jeunes voisines arméniennes, il aurait voulu être musicien. N'ayant pas les moyens, il guérit cette blessure par la poésie. Beaucoup plus tard, une autre jeune femme arménienne, Aïda, elle aussi amoureuse de musique et de poésie, le séduira à tel point qu'il la considérera comme l'incarnation de la femme idéale chantée dans son long poème de jeunesse, Roxana. Il la sacralisera dans sa poésie tardive. Parlons aussi de sa chance de rencontrer Morteza Keyvan, qui orientera ses tendances politiques vers l'idéal socialiste, Niman Yushij, qui lui inspirera sa nouvelle vision poétique, et enfin Fereydun Rohnama, qui l'initiera à l'univers des poètes modernes européens. Le résultat de ces initiations sera la publication d'une 15aine de recueils de poésie, considérés comme les fruits d'une école de poésie innovatrice, évolutive, lyrique
et épique, engagé, humaniste et inimitable. Alchimiste de mots, il créera une synthèse étonnante de prose ancienne, de langage populaire et de littérature moderne, en abandonnant les règles de la prosodie classique, en exploitant la musique intérieure inhérente à la langue et en développant un courant de vers blancs. Certains le considèrent même comme le plus grand poète persan après Hafez. ماهی من فکر می کنم هرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخ. احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین. احساس می کنم در هر کنار گوشه این شوره‌زار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. آه ای یقین گم شده، ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو. من آبگیر صافیم، اینک به سحر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو. من فکر می کنم هرگز نبوده دست من اینسان بزرگ و شاد. احساس می کنم در چشم من به آبشور اشک سرخگون خورشید بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باش قافله می زند جرس. آمد شبی برهنم از در چو روح آب، در سینه‌اش دو ماهی و در دستش آینه. گیسوی خیس او خزه بود چون خزه به هم. من بانگ برکشیدم از آستانه یأس. آه ای یقین یافته، بازت نمی نهم. Le poisson. Je pense que mon cœur n'a jamais été aussi chaud et rouge. Je sens qu'au pire moment de cette nuit mortifère, 1000 sources de soleil dans mon cœur jaillissent de la certitude. Je sens qu'à chaque coin de ce désert de désespoir, 1000 forêts vertes surgissent soudainement de la terre. Ô certitude perdue, ô poisson fuyant dans le labyrinthe de 1000 étangs de miroirs. Je suis une étendue d'eau limpide maintenant par la magie de l'amour, cherche un chemin vers moi à travers les étangs de miroirs. Je pense que mes mains n'ont jamais été aussi généreuses et heureuses. Je sens que dans mes yeux, dans le torrent de larmes de sang, respire le soleil d'un éternel chant. Je sens que dans chacune de mes veines, à chaque battement de mon cœur, le réveilleur de la caravane sonne le glas. Elle est venue, une nuit, à ma porte, toute nue, pareille à l'esprit de l'eau, 2 poissons dans la poitrine et un miroir en main, la chevelure couverte de mousse entremêlée. Au seuil du désespoir, je criais « Ô certitude retrouvée, je ne te perdrai plus ». باغ آینه. چراغی به دستم، چراغی در برابرم، من به جنگ سیاهی می روم. گهواره های خستگی از کشاکش رفت و آمدها باز ایستادند و خورشیدی از اعماق کهکشان‌های خاکستر شده را روشن می کند. فریادهای آسیا زرخش هنگامی که تگرگ در بطن بیقرار ابر نطفه می بندد
و درد خاموشوار تاک هنگامی که قوره خرد در انتهای شاخسار طولانی پیچ پیچ جوانه میزند. فریاد من همه گریز از درد بود، چرا که من در وحشت انگیزترین شبها آفتاب را به دعایی نومیدوار طلب می کردم. تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای. در خلایی که نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو به دعایی نومیدوار طلب کرده بودم. جریانی جدی در فاصله دو مرگ، در تهی میان دو تنهایی، نگاه و اعتماد تو بدین گونه است. شادی تو بیرحم است و بزرگوار، نفست در دستهای خالی من ترانه و سبزی است. من برمیخیزم، چراغی در دست، چراغی در دلم، زنگار روحم را صیقل میزنم، آینه‌ای برابر آینه‌ات میگذارم تا با تو ابدیتی بسازم، تا با تو ابدیتی بسازم. مرسی. شاید بهتر باشه که بعد از خوندن ها دست بزنید، خسته نشید. À la fin, que vous ne soyez pas très fatigués. Le jardin de miroirs. Une lampe en main, une lampe devant moi, je pars en guerre contre les ténèbres. Les berceaux de la lassitude ont cessé leur combat de va-et-vient, et un soleil surgit des profondeurs, éclaire les galaxies réduites en poussière. Les cris révoltés de l'éclair lorsque se conçoit la grêle dans le ventre agité des nuages, et la douleur silencieuse des vignes lorsque bourgeonne le petit raisin vert à l'extrémité d'une longue tige en spirale. Tout mon cri ne voulait que fuir la douleur, car au plus terrifiante des nuits, dans mes prières désespérées, j'ai sollicité le soleil. Tu es venu des soleils et des clartés de l'aube. Tu es venu des miroirs et des douceurs de la soie. Dans un vide sans Dieu ni feu, dans mes prières désespérées, j'ai sollicité ton regard et ta confiance. Un courant inquiétant entre deux morts, dans le vide entre deux solitudes, c'est ainsi ton regard et ta confiance. Ta joie est sans pitié mais noble, ton souffle dans mes mains vides et le chant et la verdure, je me lève. Une lampe en main, une lampe en mon cœur, je polis la rouille de mon âme. Je pose un miroir face à ton miroir pour créer une éternité de toi. عشق عمومی. اشک رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو،
دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشنا. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دستهای تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، به سان ابر که با طوفان، به سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست. Il faut que je répète pour l'histoire de Marsa. زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. Tu veux expliquer Tu veux pour Marsa. pourquoi elle À dit sujet ça de Marsa Marsa. a mis. Non, Non. non, tout le monde a compris. L'amour commun. La larme est un mystère, le sourire est un mystère, l'amour est un mystère. La larme de cette nuit-là était le sourire de mon amour. Je ne suis pas un conte à raconter, ni une chanson à chanter, ni une voix à entendre, ni une chose à voir, ni une chose à savoir. Je suis la douleur commune. Crie-moi. L'arbre parle à la forêt, l'herbe à la plaine, l'astre à la galaxie, et moi je parle à toi. Dis-moi ton nom, donne-moi ta main, parle avec moi, donne-moi ton cœur. J'ai découvert tes racines avec tes lèvres, j'ai parlé pour toutes les lèvres, et tes mains connaissent mes mains. Dans l'intimité claire, j'ai pleuré les vivants avec toi, et dans le cimetière sombre, j'ai chanté avec toi le plus beau des chants, car les morts de cette année sont les plus amoureux des vivants. Donne-moi ta main, tes mains connaissent mes mains. C'est à toi que je parle, à toi que j'ai trouvé si tard, comme le nuage parle à la tempête, l'herbe à la plaine, la pluie à la mer, l'oiseau au printemps, l'arbre à la forêt. Car j'ai découvert tes racines, car ma voix connaît ta voix. سرود برای سپاس و پرستش. بوسه های تو گنجشککان پرگوی باغند و پستانهایت کندوی کوهستان هاست و تن تو رازی است جاودانه که در خلوتی عظیم با منش در میان میگذارند. تن تو آهنگی است و تن من کلمه‌ای که در آن می نشیند تا نغمه‌ای در وجود آید، سرودی که تداوم را می تپد. در نگاهت همه مهربانی هاست، قاصدی که زندگی را خبر می دهد و در سکوتت
همه صداها فریادی که بودند را تجربه می کند. Un chant de remerciement et d'adoration. Tes baisers sont les moineaux volubiles du jardin, tes seins la ruche de la montagne, et ton corps un mystère éternel que l'on me confie dans une intimité immense. Ton corps est une mélodie et le mien une parole qui la rejoint pour créer un chant qui bat la continuité. Dans ton regard vibrent toutes les tendresses, un messager qui annonce la vie. Et dans ton silence, toutes les voix, un cri qui expérimente l'être. آیدا در آینه، لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غارنشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان درآید و گونه هایت با دو شیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آنکه به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روسبی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آورده‌ام. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که مرا با 1000 انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. طوفان ها در رقص عظیم تو به شکوه مندی لبکی می نوازند و ترانه رگ‌هایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابند. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه بلند است، تابناک و بلند که خواهران 7گانه در آن می نگرند تا به زیبایی خویش دست یابند. دو پرنده بی‌طاقت در سینه‌ات آواز می‌خوانند. تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آبها را گواراتر کند؟ تا در آیین پدیدارایی عمری دراز در آن نگریستم. من برکه ها و دریاها را گریستم ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد. حضورت بهشتی است که گریز از جهنم را توجیه می کند. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شود. سپید دم با دستهایت بیدار می شوند. Aïda dans le miroir. Tes lèvres aussi exquises que la poésie
transforme les baisers les plus voluptueux en une telle pudeur que la bête de la caverne en profite pour devenir humain. Et tes joues avec 2 rides obliques marquent ta fierté et mon destin. Moi qui ai supporté la nuit sans être préparée pour l'arrivée du jour et qui ai rapporté, scellé, une virginité fière des maisons closes du commerce. Personne n'attenta jamais si tragiquement à sa vie que moi en m'installant dans la vie. Tes yeux expriment le secret du feu et ton amour est la victoire de l'humain lorsqu'il part en guerre contre le destin. Et tes bras, un peu de place pour vivre, un peu de place pour mourir, et pour fuir la ville qui de ses 1000 doigts met en cause impertinemment la pureté du ciel. La montagne commence avec les premières pierres et l'humanité avec la première douleur. Il était en moi un prisonnier oppresseur qui ne s'habituait pas au chant de ses chaînes. Je suis née avec ton premier regard. Les tempêtes jouent merveilleusement de la flûte dans ta danse majestueuse et le chant de ton cœur fait se lever le soleil éternel. Laisse-moi me réveiller de telle manière que les ruelles de la ville découvrent ma présence. Tes mains sont la réconciliation et des amis qui nous aident à oublier l'hostilité. Ton front est un grand miroir lumineux et haut dans lequel les 7 sœurs se regardent pour réaliser leur beauté. 2 moineaux impatients chantent dans ta poitrine. L'été, de quel côté arrivera-t-il pour rendre plus plaisante la soif des eaux? Pour te voir paraître dans le miroir, je le fixais longtemps. Je pleurais les sources et les mers, ô fée sous forme de femme, ô toi dont le corps ne brûle que dans le bûcher de l'insincérité. Ta présence est un paradis qui justifie l'évasion de l'enfer. Une mer qui me noie pour me purifier de tous les péchés et tous les mensonges. Et l'aube se réveille par la caresse de tes mains. در این بنبست دهانت رو میبویند مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم. دلت را میبویند روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می‌دارند. به اندیشیدن خطر مکن روزگار غریبی است نازنین. آنکه بر در می‌کوبد شبانگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه پنهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر با کنده و ساطوری خونالود. روزگار غریبی است نازنین و تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس. روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. En cette impasse, on renifle ta bouche de peur que tu aies dit je t'aime. On renifle ton cœur. Drôle de temps, ma chère. Et on flagelle l'amour au poste de contrôle. L'amour, il faut le cacher dans l'antichambre de la maison.
En cette impasse tortueuse du froid, on ravitaille le feu, on combustible de chants et de poèmes. Ne te risque pas à penser. Drôle de temps, ma chère. Celui qui frappe à la porte la nuit cherche à tuer la lampe. La lumière, il faut la cacher dans l'antichambre de la maison. Maintenant, les bouchers s'installent sur les trottoirs avec la planche à découper et le couperet sanglant. Drôle de temps, ma chère. Et on retranche le sourire sur les lèvres et le chant sur la bouche. La joie, il faut la cacher dans l'antichambre de la maison. Une grillade de canaris sur un feu de lys et de jasmin, drôle de temps, ma chère. Ivre de victoire, Iblis fête notre deuil à sa table. Dieu, il faut le cacher dans l'antichambre de la maison. افق روشن برای کامیار شاپور. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است. روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی‌بندند. قفل افسانه است و قلب برای زندگی بس است. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی. روزی که آهنگ هر حرف زندگی است تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم. روزی که هر لب ترانه است تا کمترین سرود بوسه باشد. روزی که تو بیایی، برای همیشه بیایی و مهربانی با زیبایی یکسان شود. روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم و من آن روز را انتظار میکشم، حتی روزی که دیگر نباشم. L'horizon clair pour Kamyar Shapur, et je dis que c'est le premier fils de Folor Falorzad, parce qu'elle a eu un fils de son mariage et qu'elle a dû abandonner, qu'elle a été contrainte d'abandonner pour pouvoir divorcer et prendre son indépendance, et puis elle a adopté un autre fils par la suite. Et donc là, Ahmad Chamlou a écrit un poème qu'il a dédié à ce premier fils de Folor. Un jour, nous retrouverons nos colombes et la tendresse donnera la main à la beauté. Le jour où le moindre hymne sera un baiser et chaque être humain sera solidaire de l'autre. Le jour où personne ne fermera plus sa porte, le verrou sera une légende et le cœur suffira à vivre. Le jour où chaque parole signifiera amour afin que tu n'aies pas à chercher ton dernier mot. Le jour où le rythme de chaque parole sera la vie afin que je ne cherche plus de rime pour mon dernier poème. Le jour où chaque lèvre sera une chanson afin que le moindre hymne soit un baiser. Le jour où tu viendras. Tu viendras pour toujours et la tendresse deviendra pareille à la beauté. Le jour où nous redonnerons à manger à nos colombes. Et ce jour, je t'attendrai, même le jour où je ne serai plus. مرثیه در خاموشی فروغ فرخزاد. به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم، در آستانه دریا و علف. به جستجوی تو در معبر بادها میگریم، در چهارراه فسون، در چارچوب شکسته پنجره‌ای که آسمان ابر آلوده را قابی
کهنه میگیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. پس به هیئت گنجی در آمدی بایسته و آزانگیز، گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از اینسان دلپذیر کرده است. نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد. متبرک باد نام تو و ما همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را هنوز را. نامت سپید فروغ سنسونو، نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد. متبرک باد نام تو. L'élégie pour la mort de Forough Fallorsord. À ta recherche, je pleure à la porte de la montagne, au seuil de la mer et de l'herbe. À ta recherche, je pleure au passage des vents, à la croisée des saisons, dans la monture cassée d'une fenêtre qui renferme le ciel nuageux dans un vieux cadre. En attendant ton portrait, ce cahier vide, jusqu'à quand se feuillettera-t-il ? Accepter le mouvement du vent et l'amour qui est l'âme sœur de la mort, et l'immortalité partagèrent son secret avec toi. Tu te transformas donc en un trésor, digne et convoitable, un trésor qui rend si désirable la possession de la terre et des territoires. Ton prénom est l'aube qui passe sur le front du ciel, béni soit ton nom. Et nous ne cessons de réviser le jour et la nuit en vain. Merci. Merci Sylvain. Merci à toi. Merci beaucoup pour ces magnifiques poèmes. La nuit est tombée sur Strasbourg, mais nous avons maintenu la lumière dans cette pièce. La terre est peut-être à feu et à sang, mais nous avons fait quelque chose qui était de consacrer cette petite soirée à quelque chose qui paraît inutile et pourtant essentiel. Le goût pour la beauté, le goût pour la vérité. Et c'est vrai que la poésie n'est pas un art de la communication. Il ne s'agit pas de transmettre un message. Il s'agit de creuser ce qui fait le sens indicible de notre existence. L'un de nos poètes disait « La pensée est un oiseau qui, dans une cage de mots, peut ouvrir les ailes, mais ne peut voler. » Et tout l'art de la poésie, ça va être d'utiliser les mots pour faire sentir en creux ce qu'il y a de mystérieux, d'indicible dans l'existence. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un art de la communication, parce que les mots, on l'a bien vu ici à travers ces poèmes, ont un pouvoir de guérison, un pouvoir de libération. Et lorsque la douleur habite notre cœur, le fait de chanter, le fait de l'habiller de mots, nous permet presque de le sublimer. Et c'est ce que vous avez pu ressentir depuis votre enfance lorsque vous étiez face à des chansons douloureuses. C'est paradoxal, à la fois on dit notre douleur et en même temps, dans cette manière de la dire, nous la dépassons, nous la sublimons. Et la force de ces grands poètes, c'est de nous remettre en contact avec la plainte de l'âme et en même temps la puissance libératrice des mots. Je vous remercie véritablement votre venue à Strasbourg et de nous avoir partagé tout ça avec beaucoup de cœur, de générosité, de sincérité. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir à nouveau
voilà, pour les prochains festivals. Pendant ce temps-là, nous allons profiter, bien évidemment, des ouvrages que vous mettez à notre disposition, des traductions passées, puis des traductions à venir, qui permettent pour vous d'être les ambassadeurs dont je parlais au début de cette soirée. Merci à vous. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser. Alors juste parce que on va devoir quitter la salle. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai appris ce soir, et je suis atterré, j'ai encore du mal à m'en remettre, que les mouvements de poésie les plus contemporains, actuels ou même classiques, apportaient l'émotion, le cœur, etc., à d'autres hommes. Et encore une fois, on oublie la femme. J'ai du mal à accepter ça. Je suis venu peut-être avec une idée romantique que la poésie persane, c'était des enluminures d'une esquisse délicatesse, un hymne à la vie, un hymne à la nature, un hymne à la femme avant tout, qui est multimillénaire. Pour moi, la poésie persane, c'est bouleversant, c'est tout ce qu'on a de meilleur en nous, c'est le cœur. Et là, ce soir, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus sur un terrain stérile, qui oublie un mot important, femme, vie, liberté, oui, mais amour et fraternité. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Pas de commentaire de Monsieur Lavinia, il ne fait que valider votre propos. Merci de votre belle écoute. C'est pas rien parce que je sais que d'une certaine manière il faut s'arracher à notre sommeil, parfois la brutalité du monde pour aller dans cette finesse, dans cette fine pointe de l'âme auquel nous invitent les poètes. Nous n'avons pas toujours dans notre vie quotidienne l'habitude de cela. Et donc voilà, j'en suis d'autant plus joyeux. Merci beaucoup pour cette présentation et également pour la lecture des poésies. Pour ne pas quitter la salle avec ce que vous venez de dire, et je me permets d'abord répondre, si vous me permettez, à la question qu'Elsa a posée, pourquoi la poésie est tellement propagée en Iran et dans la culture iranienne. C'est tout simplement, c'est qu'en poésie, on peut dire des choses qu'on ne se permet pas de dire en prose. Le père de la poésie, c'est Roudaki. Et Roudaki, quand il accompagne avec les troupes Amir Samanide, il passe beaucoup de temps pour faire des conquêtes. Et les troupes, ils avaient marre et ils voulaient retourner à Bukhara. Ils n'osaient pas de dire à Amir Samanide, c'est assez, on veut rentrer pour revoir nos femmes, nos enfants. Donc ils vont voir Roudaki, le poète qui les accompagne, et ils disent à Roudaki, on va te donner une grosse somme d'argent. Roudaki, est-ce que tu peux faire changer d'avis à Émir Samanide parce qu'on veut retourner chez nous à Bukhara? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sur le coup un poème qui est très connu par les Iraniens, et dès que Émir Samanide entend tout ça, qu'il raconte qu'est-ce qu'il attend à Bukhara, et il dit sur le champ, il faut retourner à Bukhara. C'est le pouvoir de poète. Alors donc, pourquoi cette réponse? La réponse, c'est que la poésie est liée avec la politique. Autrement dit, 25 dynasties qui règnent sur l'Iran, c'est le poète qui ose de dire des choses que les autres... Quand quelqu'un qui dit que, par exemple, je suis la vérité, on lui coupe la tête. Mais Moulavi dit ça. Moulavi dit, Ey qawm me hajj rafte kojayid, biaïd, pourquoi vous allez à la Mecque? C'est ici, Dieu. Ce n'est pas là-bas où vous voulez tourner autour d'une cube.
en pensant que vous allez adorer Dieu. Donc, comme Moulavi le dit, personne n'ose lui couper la tête. Autrement dit, en poésie, on est toléré de dire des choses qu'on ne peut pas dire dans la vraie. Maintenant, pour compléter, parce que je ne veux pas que vous quittiez la salle avec cette idée. La poésie persane est bien liée avec l'amour et la femme à une place très importante. La preuve, اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. La poésie de Hafez est liée avec la femme. Ce que monsieur voulait dire et à un moment a créé peut-être malentendu, c'est que la poésie des femmes par les femmes, nous n'avons pas beaucoup de poétesses. Autrement dit, à part Mahsati, à part Fourour, à part Quratul Ain, quand vous comptez également Parvin et Tessami, Simin, vous comptez, ça ne dépasse pas les doigts des deux mains. Donc, la poétesse, nous n'avons pas beaucoup. Sinon, la place primordiale, la place importante en poésie d'amour, c'est la femme, et la femme fait partie. Et on peut dire en poésie des choses pour la femme qu'en prose, on ne trouve pas. C'est ça que je voulais. Merci. Bon retour à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vos lectures. Merci. C'était beau. Merci à vous. Et elle. Audio Hub Preview.